vous indiquer ici un peu quelques sections que je pense traiter lors de mon exposé. Donc, je vais commencer par vous parler un peu de gaz de schiste. Vous vous rappelez quelques mauvais souvenirs, j'espère, pour la plupart. Faire un court survol du territoire, parce que souvent, on est en train de se déplacer, on va à la maison, on va au travail, mais est-ce qu'on connaît vraiment notre territoire? Est-ce qu'on sait ce qui se passe sous nos pieds ou même autour de nous? Donc, je vais vous présenter quelques cartes qui vont probablement vous permettre de réfléchir. Ensuite, je vais parler évidemment du projet de loi 106 qui édicte la loi sur les hydrocarbures. Et je vais vous faire quelques mots pour terminer. Je ne reviendrai pas non plus trop sur le climat, mais je partage tout à fait le point de vue de M. Méran. C'est tout à fait juste ce qu'il a dit. Je suis un scientifique, ça fait au moins depuis 10 ans que je m'intéresse à la question climatique. Et il faut agir. Et être positif. Oui. J'essaie maintenant d'avancer, mais je suis peut-être un peu loin de mon profit. Je ne sais pas si je vais pouvoir y aller. Ouais, quand même, ça répond. Bon, au niveau du gaz de schiste, les gens pensent que ça a commencé en 2010, mais en fait, il y avait une préparation qui se faisait sur le terrain dès 1989 avec un projet que le gouvernement avait appelé le projet Villeroy, qui consistait à forer à l'horizontale pour obtenir des débits de gaz qui étaient intéressants au niveau commercial. En 1992, il y a eu un premier forage justement incliné à l'horizontale. En 2000, il y a eu une compagnie qui s'appelle Kester qui s'est formée. En 2006, il y a eu des forages vraiment pour aller, avec la fracturation hydraulique, aller chercher le gaz de schiste. Et en 2009, il y a eu l'Association pétrolière et gazière du Québec qui s'est formée, dont le premier président était André Caillé. Donc, juste pour vous montrer que déjà, dans les années 90, on pouvait faire des puits au Québec avec une section horizontale. Donc, vous avez une section qui est verticale et qui a une certaine profondeur de l'ordre de 2 km. On peut voir ici que sur plusieurs centaines de mètres, on a un puits. Et en 2010, ben là, disons que le gouvernement a décidé de mettre le paquet. Il considérait qu'on était prêt pour passer à l'exploitation du gaz de schiste. Et ici, on voit la ministre des Ressources naturelles de l'époque, Nathalie Normando, qui nous disait qu'elle s'employait, avec l'Association pétrolière et gazière du Québec, à développer des outils de communication pour faire tomber un certain nombre de préjugés. Donc, déjà, il y avait la notion d'éducation, il faut nous éduquer, il faut nous former. Et nous, eh bien là, il y avait déjà des gens qui s'intéressaient à la question, qui savaient qu'aux États-Unis, ça ne se passait pas toujours bien l'exploitation du gaz de schiste. Et il y a eu une première manifestation au mois d'août 2010. Vous connaissez sûrement nos pancartes de l'époque, qui sont toujours là. On attend de les ressortir, ça ne sera pas long. Probablement déjà ce vendredi, je vous le dis déjà, à Drummondville. Donc, il y avait une cinquantaine de personnes et on réclamait à l'époque, parce que le ministre était présent, on réclamait qu'il y ait un bureau d'audience publique, ce qu'on appelle un BAP, sur la question. Quelques semaines plus tard, Jean Charest, premier ministre à l'époque, dit « Ah, il n'y a pas question de mettre des freins sur le développement. Le développement de gaz de schiste s'entend. » Quelques semaines plus tard, à toute l'émission Tout le monde en parle, la ministre Normando revient à la charge. Et si elle est invitée à Tout le monde en parle, c'est parce que les groupes citoyens ont commencé à s'organiser et à manifester. Et elle dit, ben, écoutez, c'est simple, si on veut préserver nos systèmes de santé et nos systèmes d'éducation, eh bien, il faut faire du cash. Et pour faire du cash, ben, il nous faut exploiter le gaz de schiste. Je reviens d'une rencontre avec de la PGQ, justement, aujourd'hui, et il y avait un représentant de l'Alberta qui nous a dit exactement le même discours. Le 5 décembre 2010, là, c'est au tour de M. Charest. Là, vraiment, on sort la grosse artillerie. M. Charest lui-même est interviewé avec Guy Lepage et puis il mentionne, à 3 minutes 40 de son entrevue, on va faire une loi avec les standards les plus élevés au monde. De quelle loi s'agit-il? La loi sur les hydrocarbures, ce dont je vais vous parler plus tard. Il dit ça à 3 minutes 40. À 5 minutes 50, il dit on n'est pas des experts dans le gaz de schiste,
Le gouvernement ne connaît rien là-dessus. Et c'est vrai parce que la plupart des spécialistes étaient maintenant du côté privé, dans l'industrie privée. Ça ne m'empêche pas de dire à 7 minutes, de toute façon, le gaz de schiste, c'est déjà encadré et pour l'essentiel et pour l'avenir, ça va être amplement encadré. Ne vous inquiétez pas. Et quelques mois plus tard, parce que le BAP, les citoyens l'ont obtenu, et le rapport du BAP, ce qu'il disait au mois de février 2011, c'est qu'il faut procéder à une évaluation environnementale stratégique parce qu'il y a beaucoup de questions en suspens. On n'est pas prêt à aller là-dedans parce que ce que les citoyens ont soulevé, ben, il y avait peut-être un fond de vérité là-dedans. On continue. Au mois de juin 2011, on était fort de ce rapport-là. Les comités citoyens se sont retrouvés à Montréal suite à la marche du moratoire d'une génération qui partait de Rimouski et qui est arrivée ici à Montréal. Il y avait sûrement quelques 15, on l'a estimé à 15 000 personnes. Et on peut reconnaître au tout début du défilé Mme Marois et Mme Martine Ouellette et les coordonnateurs du regroupement interrégional gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent, qui maintenant devient le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Au mois d'avril 2012, il y a encore une plus grosse manifestation, et ça aussi c'est quand même un moment important. 250 000 personnes sur le Mont-Royal. Nous étions, nous, les groupes citoyens opposés au gaz de schiste, dans le majeur, tout à fait en haut. Et Dominique Champagne avait organisé le show, si on peut dire, et le show avait bien marché, malgré la température frisquette, j'y étais. Donc, 250 000 personnes, c'est quand même considérable pour une mobilisation. C'est sûr que c'était pas une mobilisation qui n'était pas purement environnementale, mais c'était un message au gouvernement. Écoutez, là, vos lois qui n'ont pas d'allure, on n'en veut pas. 2012, on s'éloigne de plus en plus de ce moment-là, de ce jour de la Terre de l'année 2012. C'est parce que tout le monde commence à penser à un moratoire. Moratoire du gaz de schiste. Donc, dès décembre 2011, il y a des groupes comme Équiterre qui disent « Bon, c'est gagné, la bataille est gagnée, on a le moratoire. » Et par après, il y a des fonctionnaires, des experts du ministère, même des universitaires qui ont publiquement, à de nombreuses reprises, affirmé qu'il y avait un moratoire sur la question du gaz de schiste, ce qui n'était pas vrai. D'ailleurs, mars 2012, on octroie des permis d'exploration pour le gaz et pétrole. Ici, on est dans la région du lac Mékinac, un peu au nord de la Tuque. Et il y a des permis qui sont octroyés à une compagnie NJR Exploration. Donc, on est en 2012. La même année, on octroie des permis de forage à la compagnie Petrolia pour former le puits Aldeman 4, le puits qu'on entend parler souvent en Gaspé. Mois de juillet 2012, Ginex annonce un nouveau forage. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu, évidemment, l'autorisation du gouvernement de forer. Juillet 2012, Ginex lance ses activités d'exploration pétrolière à Anticosti en faisant des levées sismiques. Pourquoi? Parce que le gouvernement a là aussi octroyé des permis pour faire des levées sismiques. Septembre 2012, le président de l'Association pétrolière et gazière du Québec, M. Pinion, dit « Bon, il y a déjà un moratoire au Québec. » Donc, ce que la nouvelle ministre Ouellette nous annonce, parce que la ministre Martine Ouellette, qui était ministre de l'Environnement, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, disait « Écoutez, le gaz de schiste au Québec, ça ne marchera pas, on est dans une zone agricole, il n'y en aura pas. » Et M. Pinion, il dit bah, « De toute façon, on est déjà en moratoire. » C'est ce qu'il disait à l'époque. Et arrive le ministre de l'Environnement, le nouveau ministre de l'Environnement qui a succédé à Daniel Breton, Yves-François Blanchette, qui lui dit ben oui, on va en faire un moratoire. C'est une bonne idée. Fait que, il est question d'un moratoire, mais quel moratoire? C'est un moratoire qui va entrer en vigueur jusqu'à ce qu'il y ait une loi qui établisse les nouvelles règles pour les hydrocarbures. Donc, tant qu'il n'y a pas de nouvelle loi, il y aura un moratoire qui peut durer au maximum 5 ans.
Donc, il y a une clause qu'on appelle une clause crépusculaire, savoir qu'à un moment donné, il va falloir revenir sur la question. Donc, c'est un moratoire, mais pas tout à fait convaincant. Et un moratoire, ce n'est pas une interdiction. Il faut quand même voir la différence. On est en mai 2013 et ce qui était proposé, on peut le voir ici, c'est la zone qui est entourée de rouge, la courbe en rouge. C'est la zone qui était protégée par le moratoire proposé par le ministre Blanchet, alors que tout le reste, on connaît ici la péninsule de la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, le lac Saint-Jean, etc. Ah, là, il n'y a pas de problème, on peut continuer. Donc, on voit tout de suite qu'il y a deux Québec au travers de ça. Et d'ailleurs, en Anticosti, quelques jours plus tard, le ministre Blanchet affirme que Québec va autoriser des forages avec fracturation. Ah oui, tout à fait. Et donc, déjà, avant même qu'il y ait d'autres études, d'autres évaluations environnementales, parce qu'il y en était question aussi à l'époque, ah, non, pas de problème, on va fracturer sur les Anticosti parce que c'est pas du gaz. C'est pas du gaz, c'est du pétrole. Donc, le pétrole, c'est beaucoup plus important, semble-t-il. Et même les stations de télé, de radio, comme RDI, ici, on est en janvier 2014, beaucoup plus tard, ils prétendent qu'il y a un moratoire consolidé dans la vallée du Saint-Laurent. Ils présentent ici en rouge la zone en question, mais comme on peut voir, ça va jusqu'à Rivière-du-Loup, ce qui n'a jamais été le cas, même dans le moratoire qui avait été proposé par M. Blanchet. On continue. Là, on ouvre la machine. En janvier 2014, dans un article du Devoir, il est fait mention qu'il y a au moins plusieurs lobbyistes qui œuvrent au sein du gouvernement pour faire valoir les intérêts des pétrolières dans le cadre de l'élaboration de la future loi sur les hydrocarbures et de la nouvelle stratégie énergétique du Québec. Donc, ça fait au moins depuis 2 ans que ces personnes-là sont au boulot. Et vous allez voir, ils ont fait du bon boulot. Et là, ici, on est à l'ère du gouvernement Marois. Marois signe un contrat pour aller explorer le territoire anticostien. Donc, on le reconnaît là avec la compagnie Petrolia. Et on voit aussi le ministre des Finances qui a l'air tout heureux du livre. Mais qui n'a pas eu l'air de plaire à M. Couillard lorsqu'il a repris le pouvoir. Et lorsqu'il a repris le pouvoir, au mois d'avril 2014, il a élaboré un plan pour les hydrocarbures, un plan complet. Donc, pour ce qui est du gaz de schiste, on va faire une EES. Pour ce qui est du pétrole de schiste, on va faire une EES. Et puis, pour le gaz naturel, ben, il faut qu'on en ait du gaz naturel pour faire en sorte qu'on pourrait réaliser des grands projets créateurs d'emplois. Et ces grands projets créateurs d'emplois, peut-être vous en entendez peu parler à Montréal, mais à Bécancour, à Grand-Anse, l'ancienne ville de la baie, le projet Grand-Anse à la baie, c'est quand même des projets pour liquéfier du gaz naturel. Et le gaz naturel, c'est si propre, on en a tellement besoin que déjà, il prévoyait le coup. À cette époque-là, quelques semaines après l'arrivée du gouvernement Couillard. Je poursuis mon histoire. Au mois de juillet 2014 toujours, le ministre de l'Environnement, David Hurtel, élabore et finalement fait voter à l'Assemblée nationale un règlement sur le prélèvement et la protection des eaux potables. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ce règlement-là permet la fracturation hydraulique des couches rocheuses. À ceci près qu'il y a au moins 2 limites, c'est qu'il faut qu'on soit au moins à 500 mètres d'un puits d'eau potable et il y a au moins 400 mètres entre le bas des nappes aquifères et l'endroit où le puits va être fracturé. Donc, il y a une distance verticale de sécurité, une zone tampon de 400 mètres, qui est selon nous et d'autres spécialistes insuffisant. Mais c'est surtout le fait qu'entre la tête du puits d'hydrocarbures et la tête des puits d'eau potable, il n'y a que 500 mètres, mais on oublie qu'on peut forer à l'horizontale sur des kilomètres. Et ce n'est pas tenu compte dans le règlement.
Et on a même demandé nommément avec le ministre, avec le cabinet du ministre, avec les fonctionnaires qui ont procédé, et ça a été dit en bonne et due forme. Peut-être qu'ils vont le revoir en 2017, on verra. Donc, juillet 2014, ça va vite. Le gouvernement libéral encore dit, bon, on a des lignes directrices provisoires. Si l'industrie pétrolière et gazière décide de faire des travaux, ben, en attendant la loi des hydrocarbures, fiez-vous là-dessus. On a quand même un document de plus de 200 pages qui vous indique où est-ce que vous prenez votre eau, où est-ce que vous allez la rejeter, etc. Et au mois de décembre 2014, il y a eu des EES, dont une sur le gaz de schiste. Et là, ce qui est ressorti de ce rapport-là assez imposant, c'est que la Commission a constaté qu'il n'était pas démontré que l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste dans les basses terres du Saint-Laurent, avec la fracturation hydraulique, serait avantageuse pour le Québec. Ils ont regardé les coûts, les avantages, et finalement, ils se sont dit, ben non, ça marche pas. Ça marche pas, c'est trop coûteux, ça nous donne pas grand-chose. Donc, on avait là aussi un deuxième rapport du BAP qui nous signale qu'il ne faut peut-être pas aller dans cette direction-là. Et c'est ce qu'a fait dire au premier ministre Couillard le lendemain au téléjournal, en présence de Céline Galipeau, il n'y en aura pas d'exploitation de gaz de schiste au Québec. C'est ce que j'ai signalé là avec la flèche. Le lendemain, il dit, bon, je n'aime pas les moratoires parce que quand vous mettez un moratoire, vous verrouillez la porte. Je veux que les portes restent ouvertes. Le lendemain, là, et c'est quand même le premier ministre. Là. Pour des gens comme moi ou comme nous dans le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, qui sommes vraiment à l'affût de chacune des paroles et puis des choses qui sont dites à l'Assemblée nationale, ça nous heurte, ce genre de choses. 19 février 2015, là, vous allez reconnaître le ministre Arcan, il dit, la prochaine loi qu'il y aura sur les hydrocarbures, on va tenir compte des municipalités. Et puis, il y aura des redevances. Au moins 40%. Il y a des redevances que les pétrolières et les gazières redonnent au gouvernement. Ben, il y en aura 40% pour les municipalités. Donc, on s'occupe de vous. Ben, déjà, je vais vous le dire, ça n'apparaît pas dans le projet de loi 106. Finalement, politique énergétique sort ce printemps. Politique énergétique 2016-2030. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'il va y avoir un organisme qui va s'appeler Transition énergétique Québec et que la Régie de l'énergie, on va revoir son rôle, on va lui ajouter quelque chose à son mandat. Très bien. C'était assez bien reçu pour la plupart des commentateurs. Une semaine après, on a le rapport de l'EES. Quelques semaines après, on a le rapport de l'EES, les EES, je devrais dire, parce qu'il y en a eu une sur Anticosti, il y en a eu une sur les hydrocarbures. Et c'est des rapports qui sont pas vraiment analysés, qui ne sont pas vraiment commentés. Personne s'est vraiment en a discuté dans les médias. Il n'y a pas eu de débat autour de ces rapports-là. Est-ce que ces rapports-là sont bien faits, mal faits? Est-ce qu'ils reflètent le contenu des 60 études? Permettez-moi d'en douter. Mais enfin, ils sont rendus publics. Et une semaine plus tard, nous nous retrouvons avec le projet de loi 106 qui édicte la loi sur les hydrocarbures. Donc, on voit très bien que le gouvernement savait où il s'en allait. Il le savait depuis 2014. Donc, ce qui se rajoute à la politique énergétique, c'est le troisième point, élaboration d'une loi sur les hydrocarbures. Hier, j'étais à Montréal et le ministre Arcan était invité lors du repas du midi. Il a fait une allocution d'une vingtaine de minutes. J'ai relevé qu'une phrase ou deux. Il a dit, par ce projet de loi, parce qu'il parlait du projet de loi 106, nous écrivons l'histoire de la transition énergétique au Québec et les hydrocarbures font partie de cette histoire. Je ne sais pas si c'était vraiment un leitmotiv ou vous voulez faire plaisir à l'Association pétrolière et gazière du Québec. La chose certaine, si je regarde l'ensemble des interventions du ministre Arcan, depuis 2010, parce que je l'avais vu à Trois-Rivières à l'époque,
il est clair que lui, la transition énergétique, le plus tard, ça va être le mieux. C'est comme ça que je le perçois. C'est malheureux. Donc, maintenant, je vais vous présenter un petit peu, je vais parler de l'aspect territoire. Donc, l'exploration de gaz et pétrole au Québec, ça se fait depuis plus d'un siècle. Mais les cartes ne sont pas toujours disponibles. La première que j'ai trouvée, c'est celle de l'année 2002, où on peut voir des zones avec de différentes couleurs. Ce sont des permis d'exploration des compagnies. Donc, c'est des compagnies, mais déjà on reconnaissait Junex, Intragaz, etc. Certaines compagnies qui sont encore là aujourd'hui. En 2009, regardez, le territoire où on retrouve des hydrocarbures est pratiquement rempli de ces permis. Pour retrouver des hydrocarbures, il faut des roches sédimentaires. Ce n'est pas dans le nord du Québec où il y a les vieilles roches anciennes du Précambrien qui ne contiennent pas de matériel organique qu'on peut retrouver des hydrocarbures. On retrouve les hydrocarbures le long du Saint-Laurent, Anticosti et aussi du côté appalachien et du côté du lac Saint-Jean. Mais regardez, il y en a vraiment partout des permis. Ici, là, on peut voir à Sept-Îles, on peut voir Havre-Saint-Pierre, Anticosti au complet, Bas-Saint-Laurent au complet, Gaspésie, l'Estrie, la compagnie Junex, tout ce qui est en jaune, c'est Junex, jusque le haut de l'eau, Shawinigan, etc. Donc, les compagnies se positionnaient. Parce qu'un permis d'exploration, vous allez le voir plus loin, c'est important pour les compagnies d'avoir des permis d'exploration parce que c'est ça qu'ils peuvent transiger auprès de leurs courtiers, de leurs banquiers, etc. En 2016, c'est la carte qu'on peut retrouver sur le site du Devoir. Donc, on peut voir qu'il y a tout ce qui est en périphérie de la zone qu'on appelle de l'Utica est disparu. On en retrouve beaucoup moins en Estrie. Au lac Saint-Jean, il en reste encore 2. Donc, on peut voir qu'il y a eu une diminution du nombre de permis parce qu'en général, après 5 ans, il faut renouveler son permis. Si on ne le renouvelle pas, évidemment, il n'apparaît plus sur les cartes du ministère. J'ai tracé un tableau où on peut voir de 1985 à aujourd'hui la superficie qui est couverte par les permis d'exploration des compagnies. Donc, on peut voir que ça a augmenté. Est arrivé l'ère Charret, là, c'est avec la flèche noire, et là, ça a culminé jusqu'à plus de 90 000 km². Et là, on est rendu autour d'entre 50 et 60 000 km². Mais c'est quand même beaucoup. Parce que si on regarde le territoire agricole du Québec, c'est peut-être 20 000 km². Si on regarde la vallée du Saint-Laurent, c'est 20 000 km². Donc, ce sont des territoires, des superficies qui sont immenses, parce que ces compagnies-là détiennent des droits sur le sous-sol de ces espaces-là. Si on revient maintenant juste dans la partie entre Montréal et Québec, vous allez voir ici sur une carte de 2009 que l'île de Montréal, l'île de Laval, que ce soit Longueuil, etc., que c'est couvert par des permis de différentes couleurs, parce que c'est différentes compagnies qui sont impliquées. Donc, Junex, toujours majoritaire avec le jaune, mais on peut reconnaître Molopo, la compagnie australienne. Ici, on a Repsol, qui s'appelait Talisman à l'époque, etc. Et il y avait un citoyen de la Colombie-Britannique qui était venu nous rencontrer à Saint-Hyacinthe, qui avait fait un fabuleux rapport de plus de 100 pages qui nous expliquait c'était quoi ces compagnies-là. Parce que nous, on ne connaissait pas les groupes citoyens. Et lui, il nous disait, regardez, à Montréal, votre compagnie, ça s'appelle 9220-5558, compagnie numéro, et qui est détenue par certaines personnes. Et puis, ils ont acheté le 23 mars 2010, pour la somme de 10 $ l'hectare, les permis sur l'île de Montréal. C'est une compagnie qui est j'allais dire une succursale, mais qui est une filiale de la compagnie Petroca, mais on ne connaît pas plus. On sait quel est le propriétaire principal, mais on n'en sait pas vraiment plus. Mais il faut dire qu'à 18 l'hectare, c'est tentant, parce que, regardez, il y a 100 hectares dans un kilomètre carré, ben, ça fait 10 $. Donc, heureusement, la dernière carte en vigueur, 2016,
Montréal n'est plus sous permis, de même que l'île de Laval. Mais pas trop loin à côté, que ce soit la région de Terrebonne-Mascouche ou ici du côté de Brossard, on a des permis. C'est ce qu'on va voir à l'aide de la carte du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Vous pouvez accéder sur le site qui est indiqué en bas. Vous cliquez, c'est une carte interactive. C'est pas juste une image ou un PDF, c'est une carte où on peut regarder notre territoire se déplacer sur la carte. Et ce qu'on voit ici, ce sont les délimitations pour les différentes MRC. Et je vais vous faire apparaître dans la deuxième diapo les permis. Donc le permis le plus proche ici, Terrebonne, c'est Julex, Recherche de Saumur. Et on a Squatex ici, là, du côté de Brossard, qui recherche gaz et pétrole. Si on fait un zoom sur cette section-là, on a tout le nom des rues, puis on peut même pratiquement voir les immeubles. Donc, à partir de là, vous pouvez savoir si votre terrain est sous permis ou pas sous permis. Mais ce qui est intéressant, c'est déjà de voir que dans une même rue, il y a des citoyens qui ont une épée de Damoclès sur la tête et d'autres qui ne l'ont pas. Donc, il y a déjà comme une fracture, si on peut dire, parce que, évidemment, certains sont sous permis, d'autres ne le sont pas. Si on revient encore à la carte du ministère, on peut faire apparaître les puits d'hydrocarbures, parce que, comme je vous ai indiqué, depuis 1880, on creuse des puits au Québec, et il y en a plusieurs sur l'île de Laval. Il y en a également à Montréal, à quelques endroits. Il y en a sur la rive sud, à Varennes, etc. Il y en a plus d'1 millier. Et là, on va regarder ces deux-là. Il y en a un qui se situe sur Christophe Colomb, pas loin de la rue Masson. Donc, on a un vieux puits de 1942. Qu'en est-il? Est-ce qu'il fuit ou ne fuit pas? Il faudrait savoir. Moi, j'ai fait partie d'une équipe qui recherchait les puits abandonnés, les puits orphelins. J'en ai retrouvé plusieurs dizaines dans la région de Trois-Rivières principalement. Mais on va bientôt faire un appel à tous pour que les comités de citoyens se mobilisent et trouvent ces puits-là. D'ailleurs, il va en être question bientôt cette semaine, si vous écoutez les nouvelles à TVA. On va essayer de relancer ce dossier-là. Le dossier des puits abandonnés qui libèrent du méthane et possiblement des produits toxiques, selon ce qui a été ajouté au puits à l'époque. L'autre puits, excusez-moi, l'autre, c'était pas la rue Masson. Ici, c'était plus près de Bellechasse. Là, c'est Delorimier-Masson. Et on voit ici le théâtre Le Clou, pour ceux qui aiment les pièces de théâtre. Et il y a un puits quelque part, c'est l'ancienne usine de fabrication de Cadbury. Donc le puits s'appelle Cadbury et Fry, et puis c'est un puits de 1939, mais qui fait quand même 500 mètres de profondeur. Donc c'est des puits d'hydrocarbures. Il faut lire les rapports de forage pour savoir ce qu'il y en est, pour avoir l'histoire. Ça fait partie de ce que je vous disais tout à l'heure. On se promène, mais est-ce qu'on sait ce qu'il y a autour de nous? C'est sûr que c'est une découverte tous les jours, ça change, etc. Mais il y a des gens qui sont passionnés d'histoire, mais je pense qu'on a une histoire d'hydrocarbures au Québec. D'ailleurs, ça a été dit que les premiers puits qui ont été forés au Canada, c'est au Québec, c'est pas en Alberta. Je continue. Ici, on a une zone qui apparaît en vert et qui couvre, on pourrait dire, une bonne partie de l'île. La partie est, c'est la zone qu'on appelle la zone de l'Utica. C'est là où on trouve du shale de l'Utica. Et c'est la première cible des compagnies. Donc, ce n'était pas un hasard s'il y avait des compagnies qui ont obtenu des permis de recherche et d'exploration d'hydrocarbures. Parce qu'il y a du shale d'Utica, donc il y a des hydrocarbures à Montréal. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que la profondeur du shale est intéressante? Est-ce que ça respecte les normes du gouvernement? Je pourrais vous en parler, mais il me faudrait encore là peut-être une séance d'1 heure juste pour cette question-là. Mais je voulais juste vous signaler que le schiste, le gaz de schiste, pas juste à Bécancour, pas juste à Leclercville, c'est aussi sur la Rive-Nord.